Quel avenir politique pour Lula? Quelle suite pour la crise politique que traverse le pays depuis plusieurs mois, plusieurs années, même maintenant, après la condamnation en appel hier de l'ancien président qui a vu sa peine alourdie de 9 ans et demi à 12 années de prison pour corruption? On en parle avec à mes côtés Charles-Henri Chenu, avocat d'affaires, fondateur associé du cabinet Chenu Oliveira Santiago. C'est le premier cabinet brésilien ici en France. Glauber Cesarino, vous êtes sociologue à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, administrateur d'Autres Brésil. Silvano Mendes, vous êtes journaliste, vous, à RFI. Et enfin, Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine. Jean-Jacques Kourlianski, la situation actuelle est d'autant plus complexe que Lula faisait figure de favori en vue de l'élection présidentielle du mois d'octobre prochain. On va peut-être voir les sondages, à 36% et des intentions de vote. Il était donné 2 fois plus haut que son plus proche rival. C'est l'ancien élu d'extrême droite et capitaine de l'armée, Jair Bolsonaro. Aujourd'hui, il serait réélu, Lula, si l'élection avait lieu ce week-end, après ce qui vient de se passer? Si vous permettez, je voudrais dire un petit mot sur la sentence d'hier qui repose... La sentence est très claire, mais elle repose non pas sur des faits concrets, mais sur une présomption de culpabilité. Donc la présomption d'innocence n'a pas été utilisée, revendiquée par les juges pour rendre leur sentence, alors que ce fameux appartement... Personne n'a pu prouver qu'il était de la propriété de Lula. Aucun document n'a pu être fourni. Son avocat dit qu'il ne l'a jamais occupé. Non, le travail du juge, jamais reçu les clés, aurait été de rechercher le titre de propriété de cet appartement au nom de l'ancien président, ce qui n'est pas le cas. Les avocats, effectivement, disent que ce titre n'existe pas. Mais donc, il y a là une faille dans la sentence qui est assez incompréhensible lorsqu'on analyse de façon rationnelle la décision qui a été prise. Donc effectivement, l'ex-président Lula est candidat, mais on voit mal le PT prendre une autre décision. Que le soutenir. Que de le soutenir, oui. Ou alors ce serait reconnaître qu'il est coupable. Oui. La question c'est, est-ce que cette décision d'hier entame sa popularité? On le disait, 36% avant l'annonce de cette condamnation en appel. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours plus d'un tiers, en gros, des Brésiliens qui sont déterminés, d'après vous, à voter pour lui, coûte que coûte, à la présidentielle? Oui, non, la décision de ce point de vue-là ne change rien à son niveau de popularité. Comment vous expliquez cette popularité malgré les affaires? C'est la politique sociale active qu'il a pratiquée durant sa présidence de 2003 à 2010, donc en matière de logement social, en matière de la bourse famille, d'aide aux familles, l'électricité pour tous, etc. Donc les bénéficiaires de ces politiques, logiquement, enfin l'augmentation du salaire minimum, etc., donc sont, disons, une reconnaissance du ventre, oui. quelles que soient les décisions du justice qui puisse être prise. Oui. L'incidence principale, c'est une incidence électorale. Si l'ex-président Lula ne peut pas se présenter, ce qui est probable, il n'y a pas d'alternative pour le PT. Il n'y a aucun candidat ayant le même charisme que lui-même, et donc il est donc probable que le sens de l'élection serait faussé. Glauber Cesarino, les années Rousseff et notamment ces manifestations qu'on avait observées à l'occasion de la Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques n'ont pas coupé le PT d'une partie de sa base ouvrière notamment? De mon point de vue, non, parce que ce qu'on observe dans les sondages, dans les petites données de sondage qui sortent, on peut toujours faire la critique des sondages, comment elles ont été faites, mais ce qu'on observe en regardant les données désagrégées qui sont fournies, c'est que, en gros, l'électorat de Lula se compose d'une part d'un électorat traditionnellement de gauche, donc, mais plutôt lié aux classes moyennes brésiliennes, à gauche dans l'échiquier politique, qui, en fonction de la rupture démocratique vécue l'année dernière, trouve en Lula la personne la plus capable de rassembler le maximum de votes possible. Et de notre côté, ceux qui ont été favorisés, comme vient de dire Jean-Jacques, sur la donc les milieux populaires et les classes moyennes intellectuelles ou classes moyennes inférieures. Oui, classes moyennes inférieures, syndicalisées, intellectuelles. Et ces deux populations, il n'y a pas raison de quitter les bateaux Lula, parce que
D'un point de vue, comme j'ai dit, de la rupture démocratique. Il n'y a pas eu une exaspération devant la succession d'affaires, devant la gabegie aussi constatée à l'occasion de ces manifestations internationales qui n'ont pas forcément plu aux Brésiliens? Non, ça c'est pas. Il n'y a pas eu de concrétisation, j'allais dire électorale ou politique. Pas encore. Moi, je pense que c'est pour ça que la sentence de la justice s'acharne à détruire l'image de Lula, justement pour avoir des photos avec Lula, des menottes en train d'entrer en prison. Là, oui, les jeux, ça peut changer, mais jusqu'au moment. Parce que Silvano Mendes, faut le dire, Lula, il est quand même aussi détesté par une partie des Brésiliens. Oui, il est pas que les patrons des grandes entreprises. Il est détesté par une partie des Brésiliens, mais on vit une situation un peu paradoxale parce que d'un côté, effectivement, les sondages montrent qu'il a 36%, plus que le double de son principal rival, qui est un représentant de l'extrême droite, très clairement. Mais en même temps, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a eu une étude qui a été diffusée aujourd'hui d'un cabinet spécialisé qui montre que les sujets les plus partagés, les hashtags, par exemple, Lula en prison, ont été partagés 3 fois plus que les hashtags où sont les preuves. C'est un exemple anecdotique, mais ça montre qu'il y a aussi une volonté on cherche la justice. Donc, d'un côté, on peut être favorable au personnage de Lula, mais on peut aussi chercher à savoir la vérité et être en quête de cette justice-là. Et d'ailleurs, c'est la même chose qu'on a remarqué avec le président Temer. L'année dernière, il avait été également accusé... Le président de centre-droit qui a succédé à Dilma Rousseff, dont il était colistier d'ailleurs, qui lui a succédé et qui lui-même est empêtré dans les affaires et les scandales. Effectivement, qui était accusé d'avoir reçu des pots de vin. Il a réussi à empêcher le procès, mais à l'occasion, 80% des Brésiliens voulaient que ce procès continue. Donc il y a aussi une volonté de justice, de vérité, qui dépasse peut-être les clivages politiques. On va peut-être expliquer, Charles-Henri Cheniot, on reviendra après sur la dimension politique de cette affaire et les deux camps qui se font face finalement aujourd'hui au Brésil avec les risques. On n'espère pas bien sûr, mais enfin les conséquences que ça peut avoir. Simplement cette affaire Odebrecht-Petrobras, pour bien comprendre, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Lula fait face à 6 ou 7 autres inculpations pour corruption. C'est un peu à l'image d'une classe politique discréditée. Des centaines de responsables politiques sont soupçonnés, pour certains condamnés, d'avoir reçu pour eux ou leur parti des dessous de table des entreprises, pour la plupart d'entreprises de BTP, liées à des pots de vin versés pendant des années par Petrobras et d'autres entreprises publiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? Impossible. Trop compliqué. Ah oui, c'est une affaire absolument tentaculaire. Petrobras, c'est le géant brésilien du pétrole, mais c'est une entreprise. À gros traits, donc ça sera certainement grossier. L'idée, c'est qu'effectivement, vous avez une entreprise de BTP. Le BTP est un secteur extrêmement florissant au Brésil. Qui, comme chacun sait, fonctionne aussi sur les marchés publics. Exactement, gigantesque, qui, pour résumer de manière un peu vulgaire, a arrosé toute la classe politique. Toute la classe politique confondue. On le savait. Il y a eu deux choses. Un, la justice s'est un peu hérissée. Cette entreprise, c'est Odebrecht. Odebrecht. Voilà, qui appartient donc à Marcelo Odebrecht. Secret de Polichinelle. Voilà. Un oligarque brésilien, d'une certaine manière. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des responsables politiques de haut rang qui sont en prison. Et vous avez une classe entrepreneuriale, même moyenne, dont on a découvert qu'elle-même trempait dans ces affaires. On pensait que c'était finalement réservé à une certaine caste. Et politique et d'une intelligentsia entrepreneuriale. Non, ça a vraiment embrasé l'ensemble du système économique brésilien jusqu'à aujourd'hui le tétaniser. C'est-à-dire que sur les marchés publics au Brésil, il est aujourd'hui extrêmement compliqué de faire des affaires. Et au-delà de ça, on a découvert une entreprise Odebrecht tentaculaire qui a irradié l'Amérique latine avec un process identique. On va voir d'ailleurs la carte, c'est impressionnant. Que ce soit au Pérou, en Amérique centrale, avec des techniques où ils se sentaient totalement affranchis des règles. Et alors, c'est là où on peut saluer l'entreprise, l'aventure, la quête du juge Moro, c'est qu'il a fait trembler cet édifice, et ce tremblement a créé un traumatisme social et politique qui est tout à fait historique dans ce pays. Jean-Jacques Kourlianski, on le voit sur cette image, un scandale qui s'étend bien au-delà des frontières du Venezuela. Les plus hauts dirigeants des pays, alors on le voit, Venezuela, Argentine, Pérou, puisque c'est l'un des derniers en date, Pedro Pablo Kuczynski, sont inquiétés à leur tour.
Ils auraient tous reçu des pots de vin. En tout cas, c'est le soupçon. L'entreprise Odebrecht, c'était la plus grosse entreprise de BTP de toute l'Amérique latine. Et donc, les méthodes qu'elle a appliquées au Brésil, elle les a également appliquées en dehors du Brésil. Et donc, il n'est pas surprenant de constater que l'effet de souffle sur cette entreprise fasse tomber un certain nombre de responsables politiques. Ça fragilise tous ces pays-là, les systèmes politiques de tous ces pays-là? Alors, bon, c'est un peu comme au Brésil. Il y a également une instrumentalisation de ces affaires dans les jeux politiques internes. Et effectivement, ce que l'on a constaté au Pérou, c'est que l'ancien président Ollanta Humala a été emprisonné. L'ex-président Toledo est en fuite, mais il n'y a pas eu de mise en application sérieuse des demandes d'extradition. Le président Alan Garcia, lui, n'est pas pour l'instant mis en cause. Donc, l'entreprise Odebrecht, ça a touché tout le monde au Pérou, mais ce sont certains qui sont emprisonnés. Donc, on est face à des dynamiques judiciaires qui aussi pêchent par leur sélectivité. Oui, en tout cas, on le voit, des ramifications très, très profondes. Ça veut dire qu'il peut y avoir même des liens politiques. Ça va bien au-delà des clivages, il faut le dire. C'est droite, gauche, tout confondu, parce qu'un peu à l'image du Brésil, finalement. Oui, mais en même temps, c'est ça que c'est important de remarquer, parce que dans les décisions de justice vraiment rendues et dans l'écartement des figures politiques de la scène politique brésilienne, en l'occurrence, c'est que je connais un peu plus pour parler là, on voit qu'il y a qu'un banc qui a touché. Oui. Qu'un côté de l'échiquier politique qui est vraiment enquêté jusqu'à une célérité. Vous voulez dire que la droite, pour l'instant, elle est épargnée au Brésil? Au même jour que Lula a été condamné en deuxième instance, un autre juge de deuxième instance venait de libérer. Eduardo Cunha, il était quand même président de l'Assemblée et puis membre du parti de centre-droit de l'actuel président Temer. Cunha, lui-même, il est tombé. C'est une figure qui a été même, comment on va dire, mis à mort par ses alliés eux-mêmes pour une victime expiatoire. Ou une victime expiatoire. On a des enregistrements de politiciens en disant il faut arrêter avec cette enquête, il faut nous sauver à nous-mêmes. On donne quelques-uns comme bouc expiatoire et comme bouc émissaire. Bouc émissaire, et ça va de soi. Jean-Jacques Orlianski, ça a déjà des répercussions politiques en Amérique latine, dans certains pays. En gros, est-ce que ça profite déjà, on imagine peut-être des partis extrêmes, à des populismes? Est-ce que ça donne lieu, un peu comme on l'avait vu en Italie finalement, où l'opération main propre s'était traduite aussi par l'avènement de Silvio Berlusconi? Disons qu'au Pérou, qui est un pays extrêmement instable des points de vue électoral et des points de vue politique, ce phénomène a accentué l'instabilité. On a vu que le président Kuczynski a été mis en cause par une majorité de congressistes. Il s'est sauvé d'un cheveu, mais il a dû concéder la libération du président Fujimori, qui était incarcéré pour de très longues années en raison des faits de corruption, lui-même d'affaires de corruption, aux droits de l'homme. Donc le constat que l'on peut faire, c'est que l'incidence de cette affaire sur la stabilité du Pérou n'a pas été très positive. Silvano Mendes, on se dit que cette affaire Odebrecht, elle est aujourd'hui terminée, on a mesuré toutes les conséquences, ou est-ce qu'elle risque d'en avoir davantage? Je pense qu'on va encore découvrir des ramifications de cette affaire, mais on a l'impression qu'au Brésil, on est passé au-delà, on n'est plus préoccupé par Odebrecht, par Petrobras. On se demande déjà qui va être le candidat pour les élections présidentielles. La chef du Parti des travailleurs a confirmé que Lula va être candidat, il est pré-candidat. Vous voulez dire que la corruption n'est plus un critère discriminant entre personnalités politiques, ce n'est plus éliminatoire d'être sous des soupçons, voire même d'avoir été condamné pour corruption dans le passé? Ce ne serait pas la première fois que ça arrive, non seulement au Brésil. Mais j'ai l'impression que quand on regarde l'opinion publique, on se pose plutôt la question de qui va être le candidat, si c'est Lula ou quelqu'un d'autre. D'ailleurs, le Parti des travailleurs nie le fait de commencer à chercher les nouveaux candidats, mais on dit qu'en coulisses, on parle déjà de l'ex-ministre Jacques Wagner, ou sinon de l'ex-maire de Sao Paulo, Fernando Haddad, qui pourrait être le candidat du Parti des travailleurs, parce que c'est vrai que si
si Ça veut jamais dire qu'on Lula cherche n'est quand pas même là. des solutions de rechange. C'est ce Et qu'on cette dit dans les élection, elle aura coulisses. lieu. La question, c'est que même si Lula ne peut pas se présenter, il ne faut pas l'écarter non plus des résultats électoraux. Parce que Lula, c'est le grand électeur par excellence au Brésil. Donc ça, son charisme, il peut vraiment le déposer sur quelqu'un d'autre. C'est un faiseur de roi. C'était les passages Lula-Dilma. On a vu Ça peut ça. adouber quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y aura un président, quoi qu'il arrive, passé le mois d'octobre au Brésil. Un petit peu plus sceptique sur Jean-Jacques la Polansky. capacité de Lula, surtout s'il est emprisonné, de transférer son charisme à Fernando Haddad ou Jacques Wagner, qui sont à 8% dans les sondages. Donc, En très loin. revanche, rien n'empêche. Ce qui va provoquer probablement l'apparition de candidats de gauche concurrents. Donc, il y a beaucoup de... Ça peut profiter à la droite ou à l'extrême droite, ça? Le candidat, pour l'instant, je vous dis, il est encalminé à... C'est le paradoxe c'est le paradoxe de cette crise. C'est que la droite raisonnable, disons, brésilienne, n'arrive pas à fabriquer un candidat crédible. Et le seul qui soit dans une dynamique porteuse actuellement, alors si Lula est écarté, s'il n'y a pas de candidat de droite, de centre droit, il reste donc le candidat dont vous avez parlé tout à l'heure, l'ancien militaire Jair Bolsonaro, qui peut s'appuyer également sur un réseau d'églises évangélistes particulièrement efficient, comme on l'a vu au municipal de l'année dernière. Charles-Henri Chenu. Il y a deux effets. Il y en a un positif et un négatif. Je vais commencer par le négatif dans cette affaire Lula. On constate quand même depuis quelques mois qu'il y a une crispation autour de Lula, pour ou contre. Et ce qui confisque le débat politique complet et ce qui va même jusqu'à confisquer des images, des personnalités naissantes qui pourraient prendre le relais ou de Lula. Entre Wagner et Haddad, c'est pas quand même les perdreaux de l'année. Mais quand 36% des Brésiliens dans les sondages disent on veut Lula, c'est compliqué de leur proposer un autre candidat. Justement, c'est là où je voulais en venir. Moi, je vois quand même depuis 6-8 mois, c'est qu'on ne discute plus politique au Brésil, on discute pour ou contre Lula. Et c'est extrêmement négatif. Parce qu'on ne projette pas le Brésil dans un horizon politique avec des réformes, avec des idées novatrices, avec une mobilisation populaire. Cette mobilisation, elle se fait autour, et elle se cristallise autour de la personnalité. Et je trouve ça extrêmement négatif. Lorsque Lula et le PT appellent leurs partisans à descendre dans la rue pour protester, est-ce que, d'après vous, ils prennent une responsabilité vis-à-vis des institutions? Oui, mais bien sûr. Et puis, de toute façon, vous aurez toujours des aficionados de Lula jusqu'à la mort. Mais regardez les manifestations de São Paulo hier, à laquelle l'une d'entre elles a été Lula. Ils étaient 10 000. On a quand même 10 000 au Brésil, c'est pas grand-chose. Ah oui. Ça, c'est l'aspect négatif. En revanche, je trouve que concernant toutes ces affaires, il y a un aspect beaucoup plus positif au sein de la société civile. C'est que tout d'un coup, on se pose les vraies questions de la justice, de la démocratie. Personne n'est d'accord. Mais ces débats-là, fondamentaux pour un pays, s'invitent aujourd'hui à la table. Ce ne sont pas des débats politiques, ce sont des débats fondamentaux d'un pays naissant sur une démocratie naissante. Et ça, c'est positif. Glauber Cesarino, est-ce qu'il faut avoir peur de ces deux camps qui s'affrontent, qui se font face en tout cas dans la rue, les pros et les anti-Lula, qui évidemment sont réveillés par la décision de justice d'hier et qui le seraient d'autant plus si demain Lula ne pouvait pas concourir à l'élection présidentielle? Est-ce que vous craignez des affrontements, vous? Je ne crains pas aux affrontements dans les rues entre les deux camps. Je craigne fortement à une décision prise d'en haut de dire pour essayer de résoudre le clivage dans les rues, on va faire appel à ce qu'on connaît le mieux au Brésil, c'est aux forces d'ordre. Et là, la situation peut vraiment dégénérer. Ça, c'est une chose. Juste pour répondre un peu à ce qui vient d'être dit, on fait supposément des vrais débats, mais d'une façon assez fantasmée, parce qu'on ne cherche pas vraiment les liens de causalité entre les choses, on n'arrive pas à creuser vraiment pourquoi ces problématiques, elles arrivent à ces points-là, et donc on essaye de les analyser d'une façon, on va dire, dans la pointe de l'iceberg, parce que par exemple, toute cette question d'Odebrecht, cette taille énorme qu'elle a acquis en fonction des banques publiques brésiliennes, comme le Banque de développement, la Banque du Brésil et tout cela. En fonction de la crise économique et tout cela qui s'est suivi, les banques privées ont dit, écoutez, les banques publiques ont trop de place dans l'économie nationale, nous, on n'arrive pas à faire tellement d'argent comme on voulait, et donc du coup, il faut casser cette politique qui préconise que les banques publiques sont l'élément essentiel pour faire le développement économique du pays. Développement économique dont j'ai des énormes critiques parce qu'il n'est pas basé sur ce qu'on va dire sur une vraie insertion sociale. On a beaucoup reproché aux années d'ailleurs Lula et Dilma, c'est Absolument. de ne pas avoir diversifié suffisamment l'économie et surtout Absolument. de ne pas avoir créé une base productive suffisante au Brésil. Absolument. On a vécu une désindustrialisation de secteurs très importants.
Jean-Jacques Kurlianski. Concernant les débats dans la société brésilienne, enfin le fait qu'il y a eu 10 000 manifestants à São Paulo, enfin, je dirais, la population brésilienne est assez fatiguée dans ses profondeurs, hein, dans les milieux populaires, par tout ce qui est en train de se passer, et beaucoup plus préoccupée par les questions de survie. Donc les effets de survie, tout ce qui vous s'est voulez passé. dire qu'aujourd'hui la situation économique et sociale est grave au Brésil? On n'en est quand même pas. On n'en est quand même pas au cas du Venezuela. Oui, vous avez par exemple l'université de l'État de Sao Paulo qui n'a pas payé ses salariés, professeurs comme personnel, depuis 4 mois, avec des gens qui dorment dans les rues, une montée de la délinquance qui a explosé, 60 000 homicides l'année dernière. C'est un pays en guerre, hein, donc avec un sentiment d'insécurité prégnant lorsqu'on se trouve au Brésil actuellement, et des sources d'information qui ne permettent pas un débat démocratique. La presse écrite dans l'intérieur du Brésil n'existe pas, hein, donc les gens sont branchés sur le groupe Globo qui diffuse une information unilatérale, et l'autre versant de quel côté, de quel bord? C'est une entreprise donc, qui défend le point de vue des chefs d'entreprise, et donc qui est plutôt anti-louliste. Et d'autre part, l'autre source d'information de la population, qui est très dynamique, ce sont les églises évangélistes sur lesquelles s'appuie le candidat d'extrême droite. Oui. Donc ce ne sont pas là des éléments... ce ne sont pas des relais qui contribuent à pacifier le débat. C'est de débat critique. Oui, voilà. Silvano Mendes. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu toute une classe... au Brésil qui est sorti de la pauvreté, qui a eu accès à la consommation, qui s'est habitué à avoir accès à la consommation, et qui aujourd'hui se retrouve dans un contexte, même si le pays sort de la récession, essaye de sortir lié à la baisse crise, des cours du pétrole uniquement, ou il y a eu des phénomènes monétaires aussi. Il y a eu des phénomènes monétaires, il y a eu des phénomènes, le chômage qui est toujours en augmentation. Donc on a toute une classe de la population qui se retrouve tout d'un coup, qui n'a plus accès à ces moyens de consommer, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements qui étaient liés à la consommation et pas forcément à l'éducation. Donc on se retrouve avec cette frange de la population qui est aussi fatiguée, mais qui a peur de ce qu'elle est en train de perdre. Et c'est peut-être cette frange de la population-là qui peut faire pencher la balance. C'est cette frange de la population que je dis qui est derrière une bonne partie de ces 38% d'intention de vote. Et prête à aller dans la violence aussi, si on la prive de son candidat? La violence brésilienne, historiquement, c'est un pays continental, d'abord. Centraliser des niveaux des émeutes comme on a vu en 2013, c'était la première fois dans l'histoire qu'on a vu une chose semblable. Donc c'est très compliqué, même du point de vue pragmatique. Dans l'histoire récente, vous voulez dire? On a eu pas mal de rébellions et des luttes contre les choses au Brésil, mais qui étaient toujours sectorisées en fonction de la taille du Brésil. C'est un pays qui fait 16 fois la taille de la France. Donc faire une révolution des sans-culottes au Brésil dans tous les territoires, ça s'avère assez compliqué. Population très variée en plus par leur origine. Population brésilienne. Oui. Population très variée. Et donc, cette peur-là qu'il arrive à la violence, on va dire, politique dans les rues, ça peut arriver parce que personne n'est maître de l'histoire, mais c'est peu probable. Cependant, comme a dit Jean-Jacques Kurlianski, la question de la violence réelle au Brésil vécue quotidiennement, elle est déjà là. On a une police qui a tué l'année dernière plus de 3500 citoyens. Qui est la police des Rio? Cette année, l'année dernière, 2017. L'année 2017 a tué presque 1300 personnes. La police d'un État du Brésil. Donc c'est une situation de violence sociale qui trouve ses bases dans une violence, dans un écartement politique entre des populations qui sont en bas et ceux qui contrôlent la politique brésilienne. Jean-Jacques Kurlianski, quand on regarde le Brésil, si on essaye de regarder à l'ensemble à l'échelle cette fois du continent, en tout cas sud-américain, on a beaucoup parlé du repli, du reflux des gauches latino-américaines, à l'image de ce qui se passait notamment au Venezuela, à l'image de ce qu'on a observé en Argentine, avec la fin du kirchnerisme. Est-ce que au Brésil, il n'y a pas une forme de résistance d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même eu toutes ces années Lula et Dilma, et on voit encore aujourd'hui Lula qui est porté par les sondages face à la justice. Est-ce que ça ne témoigne pas d'une singularité brésilienne? Comment vous l'expliquez? Oui, il y a une singularité brésilienne dans la mesure où il y a eu une alternance
à droite, Oui. mais qui n'est pas électoral. Oui, il est à l'intérim. Et voilà. Alors qu'en Argentine, le président Macri a Oui. été élu et confirmé par la voie électorale, comme le président Kuczynski Oui. au Pérou. La Colombie était déjà un pays libéral et le dernier pays à avoir basculé, c'est le Chili aux dernières élections. Donc on a une situation effectivement où la crise fait sentir ses effets dans tous les pays d'Amérique latine en termes économiques, en termes sociaux. Et donc aujourd'hui, en termes électoraux, avec cette exception... C'est que le modèle redistributif est difficile à tenir. Voilà. Parce que les recettes, notamment pétrolières, sont il y a des plus théories extrêmement intéressantes d'un sociologue brésilien qui dit que le cas brésilien est à part, différent des autres, dans la mesure où ce pays a connu l'esclavage. Le sociologue Jessi Souza, et qui dit les conflits sociaux chez nous, en raison de cet héritage qui vient de l'esclavage, sont extrêmement plus aigus que dans d'autres pays d'Amérique latine, comme le Chili, qui n'a pas connu ou du moins à cette échelle, ces événements-là, ou les pays européens, y compris le Portugal. Donc la spécificité brésilienne, c'est que l'alternance n'a pas été une alternance électorale. Merci beaucoup Jean-Jacques Korlianski. Merci également à Silvano Mendes d'avoir été avec nous, à Glauber Cesarino et à Charles-Henri Chenu. C'est la fin de ce débat. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.